s'attendaient pas qu'il y ait un mort parce que c'était là pour rien, ils n'entendaient rien. Ils n'avaient rien à défendre sur la zone. C'est comme une provocation qui a été faite ce jour-là parce que la promesse n'a pas été tenue. Et aussi, on a pensé qu'ils souhaitaient aussi décrédibiliser le mouvement en envoyant les forces de police sur la zone, qu'il y ait des affrontements ce jour-là pour pouvoir parler après de ce rassemblement qui a mal tourné. Alors qu'à la base, ça devait être vraiment un truc festif pour informer les gens, tous ceux qui ne sont pas d'ici, qui ont envie d'apprendre pourquoi il y a de la résistance, pourquoi les gens se battent ici. Je crois que c'était vraiment l'idée, c'était aussi de casser un peu la cohérence et la crédibilité de ce rassemblement-là en parlant des violences et des images chocs qui sont passées. C'est comme une provocation qui a été faite ce jour-là parce que la promesse n'a pas été tenue, À chaque fois qu'il y a des affrontements avec la police, je pense que tout le monde garde un peu en tête le fait qu'il y a quand même un risque pour soi, pour son intégrité physique. Du coup, il y a toujours un moment où on se dit oh là là, ça va mal finir, et là, il se trouve que pas de chance, ce samedi-là, ça s'est mal fini. Et de toute façon, c'est juste la continuation, la logique en fait de la violence répressive qu'on nous a fait subir ici et à plein d'autres endroits. Là-bas, je crois qu'on n'a pas trop envie de partir parce qu'on se rend compte qu'on a sa place ici, que notre personne, juste le soir, peut changer quelque chose avec tous ces gens, tout ce groupe, on peut faire quelque chose, on peut changer quelque chose, et tout l'intérêt de ces rassemblements, des assemblées générales qu'on fait, pour parler, etc. Je pense que le fait d'aller là-bas, on se sent utile et on a envie de continuer la lutte quelque part, et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris ce week-end. Il y a aussi une partie des gens qui, avec les affrontements, je pense qu'on peut dire je laisse ça de côté, je préfère aller être en sécurité, voir informer les gens depuis ma ville, depuis là où je suis, mais il y a aussi un noyau dur où les gens se sont dit on se battra ensemble et on reste solidaires. Le fait d'aller là-bas, on se sent utile et on a envie de continuer la lutte. Comment ça se passe? Vous y êtes installé depuis mi-septembre, vous avez débuté comme cabane, vous êtes resté tout le temps sur le site, vous bougez Je pense que moi personnellement, enfin, pour nous on fait souvent des allers-retours chez nous parce que c'est aussi fatigant le fait de rester sur la zone, de vivre un peu en décalage aussi, on est pas mal partout du monde et je pense que c'est important de rentrer chez soi aussi de temps en temps pour reprendre pied justement avec ce qui se passe, pour prendre un peu de recul aussi. Et vous restez là-bas plusieurs jours? Mais on reste là-bas plusieurs jours parce qu'il y a besoin de bras chaque semaine, on essaie au moins d'y rester maximum une semaine parce qu'il y a besoin d'y travailler. Et je crois qu'on s'est installé, on est parti pour s'installer durablement en fait, on construit des habitations en dur, on essaie de préparer l'hiver, il y a une vraie organisation qui se met en place derrière tout ça. Il n'y a pas de déclaration officielle qui dit que le projet est arrêté définitivement, mais seulement des déclarations très très floues qui disent le projet est suspendu jusqu'à telle date. Et là en l'occurrence c'est ce mardi où Carcenac, Grande-Forêt, Ségolène Royal prend une décision officielle. Et nous on s'attend juste à une remise à plus tard du projet, d'ici 6 mois, voire 5 ans, histoire que les gens commencent à s'occuper d'autres choses, à partir de la zone, et comme ça ils pourront reprendre le chantier de plus belle une fois que les gens seront partis et qu'il n'y aura plus que 20 ou 10 personnes qui seront sur le site. En fait, le scénario il va un peu jouer comme la violence, c'est-à-dire que si la police ne revient pas sur le projet entre guillemets un peu lâché sur une grosse période, c'est le moment de s'implanter durablement, de faire quelque chose pour être autonome sur la zone, de pouvoir vivre sur cette zone en tant qu'autogestion, en tant que système autogéré entre guillemets, que citoyen. Et ouais, enfin voilà, d'avoir réellement une portée sur le long terme et de montrer que c'est possible de vivre comme on le revendique. Pour revenir à votre question, c'était au début c'était très difficile d'avoir une place où rester, d'avoir un endroit vraiment un point fort sur la zone, justement parce qu'on essayait de défendre une forêt, c'est-à-dire on montait un arbre, le GIGN arrivait, il mettait 2 jours à nous déloger, on remontait un autre arbre, et à côté de ça c'était 2-3 hectares par jour qui partaient en fumée avec les machines. Et là aujourd'hui toute la zone qui devait être défrichée a été défrichée, déforestée. Donc du coup, c'est essayer de faire du dur sur une zone déforestée. Après, c'est des maisons.
il faut savoir que la résistance au testé et sur le barrage de Sivins, elle est aussi, et elle survit et elle a commencé grâce aussi, donc du coup on le sait, au collectif du testé qui sont vraiment portés sur la question légale du projet, sur les remises en question, mais aussi il y a un noyau dur qui s'organise et qu'on ne peut pas revendiquer anarchistes, plein de noms qu'on leur donne, de djihadistes verts, qu'on peut revendiquer de rien. Ce sont juste des gens qui ont envie de lutter sur ce à quoi ils croient et d'apprendre à vivre autrement et à résister. C'est votre cas? Vous êtes affilié à aucun mouvement? Je suis affilié à aucun mouvement, mais je crois que si quelque part j'ai aussi trouvé ma place là-bas, c'est parce que j'ai aussi envie d'apprendre à être autonome, à décider moi-même de ce que je veux, de ce que je ne veux pas voir, à en parler. Et en fait, on a l'impression lors des AG qu'on est aussi écouté et qu'on a notre place. Et donc, du coup, je pense que la plupart des gens ont aussi envie d'apprendre à vivre autrement, à vivre en autogestion quelque part. Et c'est ça qui est important à souligner, c'est que c'est pas seulement une résistance contre un barrage et une résistance écologique, c'est aussi une remise en cause de plein de choses. C'est aussi défendre un peu l'idée de la société. C'est plus ou moins défendre l'idée de la société, mais c'est aussi en fait défendre l'idée de vivre sans la société. Enfin, pour la plupart des gens qui sont là-bas, c'est de s'organiser soi-même en petite société pour pouvoir être plus autonome, pour pouvoir ne pas fonctionner que sur les dons des champs, etc., mais pour pouvoir s'installer durablement. Et c'est énormément de travail. D'apprendre à vivre en autogestion, en autonomie, c'est un travail inconsidérable. Et les gens qui sont ici et qui vivent comme ça, on ne peut pas les qualifier seulement d'anarchistes, de casseurs, parce qu'il y a aussi une vraie résistance qui s'enracine en fait et qui prend part dans cette zone-là, et c'est vraiment quelque chose de beau à voir puisqu'on a vraiment des gens qui arrivent à vivre autrement que dans les jours actuels, que dans le monde actuel, que dans les villes, etc. On a vraiment quelque chose d'autonome ici qu'on met en place et c'est clair. Genre le fait d'élitisme d'aujourd'hui, d'élire quelqu'un qui pourrait avoir la même conviction que nous, qui pourrait décider à notre place. Non, là c'est justement se dire, moi je décide ce que je veux, j'en parle aux gens, on en fait des grandes AG, ça peut durer des heures et des heures et des heures. Mais au final, en fait, ce qui en ressort, s'il en sort ne serait-ce qu'une toute petite chose, c'est quelque chose de gagné, c'est quelque chose qui est vraiment ultra important pour justement cette expérience de démocratie. Je sais pas si pour finir, mais je crois que aussi l'enracinement et la résistance à la ZTST, c'est pas seulement contre le barrage de Sivins, mais c'est contre les 19 barrages que ça cache, c'est contre l'affaire des Big Vaches, c'est contre Notre-Dame-des-Landes, c'est contre toutes les luttes qui sont en ce moment en France et ailleurs, au Brésil, et avec énormément de soutien sur tous les fronts, sur toutes les résistances, pour apprendre à s'organiser. Quelque part, c'est aussi un appel à la révolte. Présent samedi aux affrontements et j'ai pas connu ce Rémi, mais on s'est tous sentis vachement concernés par ce qui s'est passé, et ça a été un énorme choc pour tous ceux qui étaient là et même pour ceux qui sont pas là, et ça l'est toujours encore un peu aujourd'hui. Du coup, j'ai pas grand chose à dire pour témoigner sur ce qui s'est passé, ce que j'ai pas vu, mais je peux dire que sur ces affrontements ce samedi-là, il y a eu une présence policière qui n'était pas attendue à la base, parce qu'on a eu une promesse du fait qu'il n'y aurait pas de policiers sur la zone pour le rassemblement, et que si on avait, ça aurait été considéré comme une provocation. Du testé, c'est environ 100 personnes qui essaient d'apprendre à vivre en autonomie, aussi en autogestion, qui fonctionnent pas mal sur les dons des gens, sur les récupérations de nourriture, etc. On a environ 100 personnes qui vivent en ce moment même, et depuis le mois de septembre, depuis la reprise des affrontements, il y a environ une centaine de personnes qui habitent donc, du coup, sur la zone à défendre. Donc du coup, il y a eu des actions pacifiques qui ont été menées tout le long, entre le mois de septembre et le mois d'octobre. Donc il y en a où on en a entendu parler, et d'autres moins. Il y a eu notamment donc, les enterrés, ce sont 5 personnes très courageuses qui se sont enterrées sur la route, et qui donc du coup enterrés et le risque de se faire charger donc, par la police, puisque la police voulait rentrer sur la zone, mais les enterrés s'étaient dit on reste là, on bouge pas, et si jamais il y a la police qui vient nous charger, on a risque de mourir, puisque effectivement il y a un truc qui fait que quand on s'enterre et qu'on nous marche dessus, tout le poids des cailloux
cailloux se reportent sur notre corps et donc du coup ça peut nous tuer presque instantanément. Et donc cette action pacifique a mal tourné, ça c'était au tout début du mois de septembre, ça a mal tourné puisque la police est arrivée à charger, au bout d'un certain temps d'attente, à charger les gens qui s'étaient enterrés. Hein, quand les médias sont partis, il faut le préciser, voilà, à charger ces gens qui étaient enterrés, dont une personne est tombée dans les pommes, est devenue inconsciente et a dû être évacuée par les pompiers. Donc ça a été une grosse surprise, c'était un gros choc, on ne s'attendait pas à tant de violence. Et là, ça a été vraiment le point de départ en fait, où il y a eu des actions très répressives qui ont été menées tout le long du mois de septembre et au début du mois d'octobre, c'est-à-dire des affaires personnelles qui ont été détruites, brûlées. Donc ça, on ne s'attend pas à ça, hein, comme la part de l'État, on ne s'attend pas à voir son sac à dos, ses affaires personnelles, mettre dans un feu, mais pourtant c'est vrai, c'est le cas. Moi j'ai eu mon sac brûlé, il y a plein d'autres gens qui ont eu des affaires brûlées, toutes les matériels d'escalade, les camps, etc. détruits. Donc ça c'est un fait, c'est avéré. Les tentes des gens où les gens s'installent et dorment la nuit parce qu'il fait froid ont été détruites à coups de couteau. Ça c'était le lundi 28 septembre, quand il y a eu le retour des forces de l'ordre après la semaine d'arrêt des travaux. Ils sont retournés pour prendre possession de la zone à défendre. Et pour prendre possession, ils ont voulu détruire tous les camps qu'il y avait, qui s'étaient construits un peu partout. Donc là, ça a été destruction des tipis, coup de couteau dans les tentes. Il y avait même des policiers qui ont fait pipi dans du jeu, voilà, pour vous montrer le niveau un peu intellectuel. Donc on ne dirait pas comme ça sur la zone, on en parle, ça ne choque pas, mais c'est vrai qu'ici, savoir qu'un policier vit dans un jeu, ça fait un peu bizarre quoi. Et il y a eu tout ça, toute une série d'actions ultra répressives. J'ai une amie qui s'est fait casser les vitres de sa voiture parce qu'elle s'était enfermée dedans pour bloquer le passage des machines. Elle s'était enfermée dans sa voiture, elle avait mis sa voiture de manière à bloquer une route. Donc le matin, ils sont arrivés, ils ont cassé toutes les vitres, ils ont gazé les personnes qui étaient à l'intérieur des voitures et les ont sortis de force. Il y a eu des pneus crevés, il y a eu plein de choses qui s'expliquent pas trop. Et du coup, c'est pour faire un peu le résumé de toutes les répressions un peu qu'on a subies là depuis tout le mois de septembre, tout le mois d'octobre, de ce qui s'est passé. Ça met un peu sur les nerfs et ça justifie pas tout, mais je pense que ça explique pas mal une partie de que les gens soient bien remontés sur la zone et qu'ils n'aient pas forcément envie d'en découdre, mais qu'ils soient assez colériques vis-à-vis de leur affaire qui ont été volées, vis-à-vis de tout ce qui s'est passé, de tous leurs amis qui se sont fait tirer dessus, de la jeune dame qui s'est pris une grenade de désencerclement dans une caravane, dans un endroit fermé, donc extrêmement dangereux, et qui l'a ramassé de sa main et qui aujourd'hui a perdu l'usage de sa main. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que les gens ici et là ont envie de se mobiliser, ont envie de manifester et que tout ça s'arrête tout simplement. Donc, voilà. Spécial de gendarmes mobiles qui s'appelle Osiris. Il faut savoir ça, aujourd'hui on crée des unités de GM spécifiques pour venir taper sur les zadistes parce qu'ils ne savent plus comment faire. Donc du coup, là ils sont franchement hors la loi. Vous pouvez voir la petite cabane avec devant la zone cramée, c'est nous qui avons nettoyé. Les photos de la copine, elles y sont aussi. Il y a une autre action pacifique qui a été assez fortement réprimée dont il n'a pas parlé, c'était celle au Conseil général. Les copains ils se sont fait quand même balancer à travers les escaliers, il y a des images, des vidéos très intéressantes. Ce qui est curieux aussi par rapport à la médiatisation, c'est que tout ça on n'en parlait absolument pas jusqu'à aujourd'hui. Et puis là ce qui paraît, il y a France 3 qui a retrouvé les images du Conseil général et des enterrés, donc ça commence à ressortir tout ça. Alors que, ouais. Enfin, pour vous faire une idée, vous pouvez aller bien sûr sur internet, vous pouvez voir tout ça, vous pouvez venir nous voir, on vous expliquera aussi un peu tout ça. Et le site, tant qu'il y aura des bouilles.wordpress.com qui est sur tous nos fly, parce qu'on vous encourage sur ce sujet, mais comme sur tous les autres sujets dans la société, à aller chercher votre information par vous-même, à recroiser, à recouper, parce que malheureusement bien souvent, c'est pas de la part des masses médias qu'on apprendra ce genre de choses, ou alors il faut apprendre qu'il y a un mort. Voilà, donc attendons pas là, soyons plus intelligents que ça. Le jeu de mots ce qu'il est, mais One More Time, Rémi, c'est pas le premier, malheureusement j'ai bien peur que ce soit pas le dernier. Il y en a qui s'organisent et qui luttent parce que c'est pas normal d'avoir peur de la police, et pourtant c'est le cas de nombre d'entre nous aujourd'hui. Rémi, apparemment, serait décédé suite à une explosion d'une grenade. J'ai bien dit le mot de grenade. Moi je pensais que c'était un terme qu'on utilisait uniquement pour la guerre.
Les grenades de désencerclement qu'utilise la police lors des manifestations et des rassemblements, ce sont des grenades qui, lorsqu'elles tombent par terre, explosent et mutilent les gens. Dans de nombreuses manifestations, des camarades se sont retrouvés mutilés, avec des bouts de ferraille dans le corps, etc. Ils utilisent bien sûr des bombes assourdissantes qui vous étourdissent et qui vous désorientent complètement, les tonfas, les gaz lacrymogènes, etc., etc. Donc pourquoi, dans un État démocratique, une police est-elle en train de se suréquiper alors que la plupart des mouvements qui s'opposent ou qui disent une contestation sont désarmés et pacifistes? Cela doit nous interroger sur la démocratie dans laquelle nous vivons. Moi, je vais prendre la parole au nom du comité de soutien aux 5 condamnés du DAL 33. Dans la répression des militants, voilà, on a vu, il y a des expositions avec des morts, des blessés. Cette répression, elle se passe aussi devant les tribunaux. Et sachez que cette année, le 9 avril de cette année, 5 membres du DAL ont été condamnés à 3 mois de prison avec sursis, 5 ans de mise à l'épreuve et 8 000 € de dommages et intérêts pour avoir commis un crime de solidarité en soutenant et en accompagnant des personnes sans logement. L'État aussi donc fait preuve de répression ici à Bordeaux. Ces 5 prévenus ont fait appel. Ils passent en procès le 20 novembre. Nous appelons tous à un rassemblement à 13h, place de la République, pour continuer à soutenir les militants qui font preuve de solidarité et qui sont aussi réprimés devant les tribunaux et qui risquent de la prison. Rassemblement le jeudi 20 novembre à 13h, place de la République. Merci. Je tiens à signaler quand même que dans toutes les manifestations actuellement, les forces de police abusent des grenades, de la force, de la violence face à des pacifistes. Et il faudrait que cela s'arrête. Lors de Rodillan, lors des manifestations anti-corrida, on se fait tabasser, ils outrepassent leurs droits. Il y a plein de choses comme ça. Franchement, la démocratie est en danger parce qu'on n'a plus le droit de parler. Donc moi je dis bravo à ceux détestés et puis félicitations à eux et pour tout ce qu'ils ont fait et surtout avoir mis le point, malheureusement à cause de la mort d'un jeune. Les médias sont interpellés, sinon ils se taisent et ça c'est lamentable. Et quand les CRS sont arrivés, on était en assemblée générale, autour d'un micro, avec des prises de parole libres pour tout le monde. Que ce soit les personnes pacifiques ou les autres, tout le monde s'exprimait. Et les mecs sont arrivés moins de 2 minutes après être arrivés sans aucune sommation, alors qu'il y avait des personnes âgées, il y avait des nourrissons, mais vraiment des bébés, des enfants, il y avait des familles, ils se sont mis à lancer leur lacrymo. Voilà. S'il y a des mecs qui sont là vraiment que pour casser, je pense pas que ces mecs-là soient sur la ZAD à 7h du mat pour construire et pour faire des choses. Voilà. Le mec qui vient que pour casser, c'est un mouvement extérieur, on peut même se poser des questions sur d'où ils viennent et qui les envoient, franchement, je pense. Donc il faut surtout pas se laisser diviser par ça en fait. Voilà. Je veux aussi dire qu'il ne faut pas oublier qu'on est à la base. Le combat, il n'est pas à la base axé sur la mort de quelqu'un, même si c'est triste, c'est vraiment très triste. On est là avant tout pour que le peuple, en général, les êtres humains, puissent avoir une place autre que celle qui est décidée par des intérêts privés que nous ne pouvons contrôler. Moi j'ai pas été sur la ZAD du testé, j'ai suivi un peu ce qui s'est passé, j'essaie de m'informer sur le mouvement. Mais voilà, moi en tant que personne qui est tous les jours, qui travaille, qui n'a pas le temps d'aller là-bas, qui n'a pas le temps forcément d'apporter du soutien matériel, le peu que je fais et que j'aimerais inviter tout le monde à faire, c'est de s'informer et surtout d'en parler autour de nous, parce que là on a un micro, mais tous les jours, on peut parler aux gens qui sont autour de nous, à mon patron, à mon collègue, à mes parents, et je leur dis, vous savez ce qui se passe au testé, vous savez qu'on est en France, vous savez qu'ils en prennent plein la gueule, vous savez que nos libertés sont piétinées, vous savez, enfin, ça craint vraiment, il y a vraiment une casse sociale dans ce pays, et du coup j'essaie de parler autour de moi pour que tout le monde prenne bien conscience
que là-bas, ce qui se passe, c'est vraiment important. Donc j'invite tout le monde à s'informer, se sensibiliser et surtout, ce qui me paraît le plus important, en parler autour de soi. Voilà. Moi je rajouterais juste un petit truc, c'est qu'il faut faire attention aux médias et à ce qu'il en sort, puisque les médias ils ont la fâcheuse tendance de faire des raccourcis très faciles pour catégoriser les personnes qui font des actes soit violents ou pacifiques. On nous parle de tchélistes verts, on nous parle d'anarchistes, on nous parle de casseurs, etc. Mais ça c'est une fâcheuse tendance qu'ont les médias à mettre les gens dans des cases pour qu'ils soient plus facilement identifiables. Les gens qui sont sur la zone du testé, les gens qui se mobilisent, ils ne revendiquent rien de politique. Il y a peut-être des anarchistes, il y a de tout, mais on ne revendique ensemble, on ne forme qu'un mouvement qui revendique rien en politique, donc il faut faire attention. Et si vous voulez de la vraie couverture médiatique, et regardez ce qui se passe vraiment, et un bon suivi, il y a un site qui est bien pour ça, je fais pas de la pub, ça s'appelle Reporter, et ils suivent tout ce qui se passe au testé, et ils font vraiment de la neutralité, ils se contentent de dire que ce qui se passe, et il faut faire très attention justement, parce que sur les médias on nous a parlé beaucoup de casseurs, des gens qui décrédibilisent le mouvement, mais alors attention, parce que dans ces gens-là, il y en a peut-être qui sont là vraiment pour en découdre, mais ce ne sont pas ceux qui représentent le mouvement, ce ne sont pas ceux qui représentent la lutte. Dans tout mouvement, chez les extrêmes droites, ou dans tout mouvement, il va y avoir des radicaux qui vont se manifester violemment. Si un jour il y a quelqu'un qui se revendique de gauche qui commet un crime, on va pas aller dire c'est la gauche qui a tué quelqu'un, on va dire c'est quelqu'un, c'est un fou qui a pété un plomb, qui a tué quelqu'un. Donc là il faut faire attention aussi avec ça, il n'y a pas que des casseurs, même si on entend beaucoup parler, ça aussi c'est parce que les médias ils vont aller chercher les images chocs et les titres chocs en disant mais ben voilà des casseurs ont défoncé Albi, etc. Mais c'est pas vrai, ça représente pas tous, c'est vraiment une infime minorité des gens qui en général sont indésirables sur la zone. Et quand on a un mort sur la zone, on ne va pas pleurer pour un tag sur un monument mort. Je pense que la colère aussi des gens augmente et s'enflamme, et c'est quelque chose qui est très normal, je pense, d'être révolté et indigné vis-à-vis de ce qui se passe et des violences et de la répression qu'on subit. Voilà. Il y a aussi autre chose que je voudrais dire quand même, c'est qu'on est dans une putain de société capitaliste qui nous bouffe tous aujourd'hui, et que mine de rien, le mouvement ZAD, qui est, je le répète, dans sa grande majorité un mouvement qui utilise des méthodes d'action directe non violente, et c'est un putain de méthode excusez-moi pour putain, mais c'est vraiment une méthode, peut-être la seule méthode qui marche, parce qu'en attendant, avec la résistance à Notre-Dame-des-Landes, avec la manif de Réoccupe, leur aéroport, ils n'ont pas fait. Et en attendant, non mais faut pas oublier les choses, il faut remettre dans le contexte. L'aéroport, ils l'ont pas fait, ils sont pas prêts de le refaire. La lutte, là, le testé, ça n'a pas commencé là, ça n'a pas commencé même au début des violences en septembre, ça a commencé il y a bien plus longtemps. C'est pour ça qu'aujourd'hui, des ZAD, il y en a une à Nantes, il y en a une au Testet, mais pour nous, il y en a un peu partout. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est nos vies qui sont à défendre, c'est nos villes, c'est nos modes de vie, c'est nos modes de pensée, c'est nos libertés qui sont à défendre aujourd'hui. La ZAD, elle doit être partout, la ZAD. Et c'est un peu la symbolique de cette cabane qui est en train d'être montée là-haut, qui représente la ZAD, qui représente les luttes. Il n'y a pas si longtemps, il y avait un mouvement qui disait indignez-vous, c'est très bien, mais après il faut aussi être dans l'action. Aujourd'hui, moi ce que je vous dis, c'est en ZAD-vous et faites le savoir. ZAD partout! Juste le copain il disait, il n'a pas tort, n'hésitez pas, il faut y aller sur place, ils bouffent personne, ça fait plaisir quand on est là-bas, depuis des mois, de voir des têtes nouvelles, de voir des gens qui viennent, et même à la limite, évidemment, on fait des appels à la collecte, des appels à de l'argent, même il y a besoin de sous pour acheter de l'automédia, mais c'est pas ça le plus important, je crois, le plus important c'est d'y aller, c'est la mobilisation, c'est d'en parler, et même les mains dans les poches, vous serez super bien accueillis, il n'y a pas de souci, même bien au contraire, et si vous ne pouvez pas y aller, effectivement, sur notre acte, il y a les adresses du collectif ZAD Bordeaux, vous pouvez nous contacter, nous on fera amener, il y a des convois réguliers, il y en a qui partent, qui reviennent, il y a du mouvement, il y a de la vie dans les ZAD, il y a de la vie.